Salut, c'est Black Ink, bienvenue pour cette nouvelle vidéo de la Arkham JCE TV. Aujourd'hui, sujet un peu plus léger que d'habitude puisqu'on va revenir à cette classe qu'on a écartée pendant un certain temps, la classe des mystiques, en reprenant peu ou prou la série de vidéos qui avait été initiée par VinQuest avec notamment Agnès Baker et Jim Culver, en nous proposant, moyennant le pool de cartes complet, des decks mystiques fluff, c'est-à-dire qui collaient au background, à l'histoire du personnage. Après, effectivement, bon voilà, comme VinQuest malheureusement n'a pas pu se libérer à nouveau pour faire des vidéos, voilà, le concept un peu revisité, sera peut-être pas autant axé sur le fluff au niveau, on va dire, histoire de l'investigateur, mais on cherche avec ces decks qui nous sont fournis par Trotic, et je tiens à le saluer et le remercier chaleureusement pour sa participation à cette série de vidéos, car sans lui, cette vidéo ne pourrait pas avoir lieu. Donc Trotic nous fournit aujourd'hui la première, ou en tout cas le premier support d'une série relativement longue, je l'espère, concernant les mystiques fluff. Comme d'habitude, on va parler de l'investigateur, du deck initial et final, et le petit retour d'expérience puisque le deck a été joué. L'investigateur du jour par lequel du coup Trotic nous fait commencer n'est autre que Dexter Drake, le magicien. L'investigateur par lequel Trotic nous fait commencer n'est autre que Dexter, le magicien, qui est le mystique de la conspiration d'Innsmouth. Il a 5 de volonté, 2 d'intelligence, 3 de force et 2 d'agilité. Il a les traits sorcier et vétéran. Sa capacité est une action rapide, gratuite. Lors de votre tour, défaussez un soutien que vous contrôlez. Jouez de votre main un soutien avec un titre différent en réduisant de 1 son coût, limite d'une fois par round. Son signe d'intention est un +2, vous avez le droit de renvoyer dans votre main un soutien de votre zone de jeu. Ensuite, piochez une carte. Vous voulez voir de la vraie magie? Il a 6 points de vie et 8 points de santé mentale. Une taille de deck de 31, biclassage dit classique avec mystique en majeur 0 à 5 et truand en mineur 0 à 2. Les cartes neutres de niveau 0 à 5 bien entendu. Donc Dexter Drake, le magicien, vise à jouer sur le fait de mettre en jeu des soutiens. Vraiment là, je vous encourage à aller voir la vidéo de Omen, la recherche ésotérique, qui vous permet de voir 5 cartes qui se jouent bien avec Dexter Drake et qui met bien en lumière cet aspect un peu illusionnisme du personnage avec cette valse des soutiens et qui sera évidemment, bien entendu, on va dire l'aspect, la caractéristique principale du deck de Trotic. Pour ce qui est du coup de sa statline, ben voilà, un mystique qui a 5 de volonté, c'est efficace, il n'y a pas besoin d'aller voir le reste. Le petit 3 en force qui peut éventuellement servir pour d'autres choses, mais voilà, ce 5 de volonté, c'est l'idéal. Qui plus est, avec tous ces soutiens sorts qu'on a et qui vont pouvoir bénéficier de cette capacité de Dexter, capacité bien à propos, eu égard à la mineure de Dexter qui est truand, puisqu'il s'agit bien entendu de faire une économie en matière de ressources, et ce qui vient un peu contrebalancer tous ces soutiens, et notamment ces sorts qui coûtent très cher chez les mystiques, avec Dexter qui va pouvoir bénéficier de petites ristournes. Voilà. Sa carte signature officielle est le sens du spectacle, et je dis bien officiel parce qu'il y a eu une première version de Dexter avec les livres promotionnels, et du coup, à l'instar de Caroline, des cartes signature, que ce soit signature ou faiblesse personnelle, différentes. Mais là aujourd'hui, je vais vous parler du sens du spectacle, qui est un soutien qui coûte 1 avec une icône de force, une icône d'agilité et une icône libre, les traits de talent. Et c'est une réaction après qu'un soutien est entré en jeu sous votre contrôle jusqu'à la fin du round. Vous gagnez +2 à chacune de vos compétences tant que vous résolvez une capacité déclenchée sur ce soutien. J'insiste bien sûr, +2 à chacune de vos compétences et non pas à la compétence testée. Ce qui veut dire que si le soutien nécessite d'additionner des compétences, ou si au cours du test un effet extérieur met en jeu le fait d'avoir en lice dans le test de compétences d'autres compétences, ça servira.
Même si, voilà, on est d'accord, sur 99% des cas, il s'agira d'un +2 en volonté pour les sorts de Dexter. La plupart du temps, encore une fois. Voilà, bon, une carte signature utile, sympa, qui va très très bien avec sa capacité évidemment, puisque l'idée ce sera d'essayer de faire tourner les soutiens et donc du coup de bénéficier le plus possible du sens du spectacle. Sa faiblesse signature, ce sont les bribes occultes. C'est un objet, les bribes occultes ne peuvent pas être jouées en utilisant une action jouée. Tant que les bribes occultes sont dans votre main, vous perdez -2 en volonté, donc on passe à 3. Tant que les bribes occultes sont en jeu, vous perdez -1 de volonté, donc on est à 4. Et donc le fait de ne pas pouvoir jouer les bribes occultes au travers d'une action jouée nécessite notamment d'utiliser la capacité de Dexter. Ce n'est pas la seule façon de le faire. Il y a des cartes qui nous permettent de mettre en jeu des soutiens, des objets sans utiliser d'action jouée. Néanmoins, c'est pas les choses les plus répandues. Là, concrètement, on va devoir utiliser la capacité de Dexter certainement 2 fois. Une première fois pour jouer les bribes occultes depuis notre main. Les bribes occultes, malgré le fait qu'elles soient un objet, ne prennent pas d'emplacement. Donc vraisemblablement, il faudra utiliser la capacité de Dexter une deuxième fois pour défausser les bribes occultes et bénéficier d'une réduction de coût de 1 pour jouer un autre soutien derrière. Voilà, une faiblesse qui, dès qu'elle est dans notre main, va être assez handicapante. Un mystique à 3 de volonté, à part Diana qui débute à 1, c'est du jamais vu. Et par ailleurs, à partir du moment où on les aura joués une première fois, c'est vrai que Dexter, qui va tenter de tout concentrer sur la volonté, sera quand même bien embêté. Donc, Bribe Occulte, c'est pas une faiblesse qui est très embêtante, c'est pas la pire des faiblesses, néanmoins, voilà, ça vient un peu ralentir l'efficacité de Dexter et surtout minorer son 5 en volonté. Rien de bien grave, ça se gère très bien, pas de difficulté particulière, surtout que ça ne prend pas d'action. Ça paralyse un peu la capa de Dexter, mais ça ne prend pas d'action. Le deck initial proposé par Trotkit, oui, j'ai mes agents de Nyarlathotep qui font un peu la Java autour de moi là. Donc le deck initial, le voici. Alors, concrètement, ce qui caractérise le deck, je le disais déjà, c'est le nombre de soutiens astronomiques. On a pas moins de 24 soutiens dans le deck. Alors évidemment avec une grosse importance au niveau des sorts, puisqu'on a pas moins de 7 sorts de soutien donc qui occupent des slots d'arcane, mais on a aussi des soutiens qui n'occupent pas de slots avec les bribes occultes, des brouillards, loup solitaire et le pacte de sang, qui lui le pacte de sang. Évidemment le sens du spectacle. Pourquoi autant de soutien? Bon, il y a la capacité de Dexter, mais l'objectif de Trotkit dans son deck final, c'est de faire jouer le marché clandestin, qui va permettre en fait de sortir un certain nombre de ses soutiens du deck en tant que tel pour les avoir à côté dans un deck illicite. C'est une façon comme une autre de venir jouer Dexter, mais en tout cas c'est une plus-value qui est venue nous apporter les clés écarlates avec le marché clandestin pour Dexter, puisque ça se marie très bien avec lui, c'est très très fluff, ça nous permet d'avoir constamment des soutiens possibles à jouer et qui ne viennent pas empiéter sur notre main. Donc ça c'est intéressant. Enfin vous pouvez voir aussi autre particularité, on revoit les chiens de traîneau que Akodo avait mis dans son deck Léo Anderson, et je vous encourage à aller voir la vidéo sur Léo si jamais vous ne l'avez pas vu. Ici, Trotkit fait le pari d'utiliser les chiens à bon escient en utilisant la capacité de Dexter pour les jouer en rapide, les mettre en jeu en rapide, et en diminuant leur coût de 1, ce qui, du coup, ma foi, n'est pas inintéressant. Et c'est pour cela d'ailleurs que, avec dans le vif du sujet, il a pris directement charisme, de façon à pouvoir jouer les 4 chiens de traîneau, ou à tout le moins 3 s'il n'arrive pas à piocher le 4e, mais voilà, avoir un maximum de chiens de traîneau de poser, afin de tantôt booster sa mobilité, tantôt de combattre avec autre chose que la volonté. Bon, au niveau du combat, bon, on le voit, il y a clairvoyance, flamme azurée, flétrissement, les chiens de traîneau, le pacte de sang qui vient booster tout ça, le sens du spectacle qui booste le tout aussi, des promesses de pouvoir, le cran d'arrêt à mentionner. Alors le cran d'arrêt, c'est pas tant pour sa capacité en tant que telle, c'est plus à jouer en tant que tel en rapide, moyennant une ressource, pour derrière pouvoir jouer rapidement un sort en diminuant son coût de 1. Alors on est d'accord que jouer le cran d'arrêt
coûtant 1 et derrière jouer un flétrissement coûtant 2 et non pas 3, en fait concrètement on n'a pas économisé de ressources. Néanmoins on a différé notre utilisation des ressources qui d'une façon autre revient à faire une économie, en tout cas différé encore une fois, et par ailleurs ça nous permet de, on va dire, d'avoir un besoin de front de trésorerie inférieur à ce qu'on devrait avoir, et donc voilà, mieux étaler nos dépenses sur le temps. C'est plus pour ça, c'est plus dans cette optique-là que on a le cran d'arrêt qui est rapide. On a le parchemin des prophéties qui va nous aider à piocher, c'est assez intéressant, c'est une carte que moi j'utilise jamais, mais j'y reviendrai par la suite dans les retours d'expérience. Loup solitaire, évidemment, parce que même si Dexter est à moitié truand, quand même, il est nécessaire d'avoir des ressources supplémentaires, surtout que Trotkit a joué en solo avec ce deck. On a du coup en événement les amis des bas-fonds pour venir faire un peu de pioche, le blackjack pour avoir des ressources, c'est fluff, voilà, c'est histoire de faire un peu de pari. Le pacte faustien, voilà, le magicien qui fait, on va dire, un pacte faustien, moi je trouve que ça se tient bien, surtout que c'est une carte qui vient d'Innsmouth, ça se bien, et la promesse de pouvoir, évidemment. Donc bon, beaucoup de sorts pour ce magicien, c'est évident. Un parchemin des prophéties aussi qui se marie très très bien avec le personnage. Voilà, on pourrait envisager Dexter comme un peu le magicien on va dire, des contrées lointaines, des montagnes hallucinées avec ses chiens de traîneau. C'est très sympa. Au niveau de la courbe de ressources, on voit que voilà, c'est un deck mystique qui coûte évidemment cher. Les sorts coûtent 3 néanmoins, eu égard ou grâce à la capacité de Dexter Drake, on peut s'attendre à voir cette courbe se décaler vers la gauche de façon à réduire le coût global du deck. En matière d'icônes, on voit qu'on a quand même de tout. Alors une petite prépondérance pour la force, mais encore une fois, l'ensemble de ces soutiens ne sont pas destinés à être joués, ou en tout cas à être attribués, de toute façon il n'y a que 2 compétences, mais aussi parfois joués au profit d'autres soutiens, à l'instar des crans d'arrêt. Au niveau du deck final, c'est un deck final qui cumule 38 XP, avec notamment le fameux marché clandestin que vous pouvez voir tout en bas de l'énorme liste que je vous présente. Donc bon, concrètement, ce deck, on peut le voir, je commence un peu par tout ce qui est ressources et icônes. Au niveau des ressources, encore une fois, on utilise la capacité de Dexter. Donc on voit déjà que par rapport à tout à l'heure, il y a quand même beaucoup plus de cartes déjà qui coûtent 1. Il y a beaucoup plus de cartes qui sont moins chères. Et même si on a encore beaucoup de cartes qui coûtent 3, on va pouvoir venir les décaler sur un coup de 2, pardon, pour accélérer tout ça. Bon, on a Léo Deluca qui coûte 5, ok, et on a toujours les chiens de traîneau aussi. Bon, il a un soutien d'histoire, il a Gabriela Misra, parce qu'il a joué le cercle brisé avec, et ça s'est très bien passé. Concrètement, le cœur du deck, c'est quoi? C'est le marché clandestin, de façon à venir prendre tous les soutiens illicites du deck. Donc on a 2 crans d'arrêt, on a 2 cambriolages, on a 2 courage liquide, et on a 2 receleurs. Si je ne m'abuse, je pense que les 10 cartes illicites sont celles-ci, à moins qu'il y ait le trésor détourné, et que le courage liquide ne soit pas illicite, je ne sais plus. Là, je fais ça un peu de mémoire. Mais bon. Donc le cœur du deck, c'est le marché clandestin qui vient, en fait, mettre de côté sur les, en gros, 40 cartes qu'il y a dans le deck, 10 cartes, donc c'est un deck à part. Et au sein, en fait, de ce deck clandestin, on va avoir le receleur qui, lui, va nous permettre, encore une fois, de jouer des cartes en rapide. Et donc, du coup, de venir fluidifier, accélérer le tempo de Dexter. Alors, ça marche sur les soutiens illicites. Si le soutien illicite est déjà rapide comme le cran d'arrêt, il coûtera une ressource en moins, donc le cran d'arrêt coûtera 0. C'est une autre façon, encore une fois, de venir décaler la courbe de ressources, la courbe de coût en ressources du deck vers la gauche, puisque non seulement on a la capa de Dexter, mais on a aussi receleur qui vient nous faciliter la vie sur un certain nombre de cartes dans le deck, au moins 10, si ce n'est 12, encore une fois, si courage liquide a bien ce trait illicite. Pour venir appuyer cette question des ressources, il a fait le choix de coupler Loup solitaire avec Manteau élégant, ce qui fait un vrai moteur de ressources, et on y reviendra par la suite. Après, pour le reste, bon, rien de
particulier si ce n'est l'œil du djinn qui vient donner un boost supplémentaire. Alors l'œil du djinn, on pense souvent à des decks full maudit ou des decks béni maudit pour pouvoir le jouer. Néanmoins, rappelez-vous, on le verra. Non, on le verra pas. Non, je l'ai pas mis parce que c'est rien d'exceptionnel, même si l'œil du djinn est exceptionnel. Mais c'est juste histoire d'avoir un boost, de fixer sa valeur de compétence à 5. Et voilà, si jamais il pioche l'un des pions maudits qu'il a introduit avec le pacte faustien, il aura, si je ne m'abuse, une action supplémentaire. Oui. Donc bon. Voilà. Ça, concrètement, c'est pourquoi. C'est notamment pour le deck de rencontre, les tests d'agilité, ou parfois, s'il faut enquêter avec l'intelligence. Bon, au niveau des sorts, on voit qu'il y a eu une grosse amélioration au niveau des sorts. On a basculé sur les sorts biclassés des confins de la Terre avec le flambeau d'Octuga et lire l'avenir. On a pris un deuxième charisme. Le deuxième charisme, pourquoi? D'un côté, avoir les 4 chiens de traîneau et de l'autre, pour avoir Léo De Luca. Et on est venu améliorer les 2 événements personnalisables truands qu'on avait, Amis des bas-fonds et Instinct affûté, j'y reviendrai par la suite. Au niveau des icônes, on voit que c'est toujours relativement équilibré. Alors c'est plus la force qui est mise à l'honneur, c'est plus l'intelligence et l'agilité, mais néanmoins voilà, on a quand même un certain nombre d'icônes assez important. Vous me direz oui, c'est quand même curieux, dans son deck il a de façon globale moins d'icônes de volonté. Oui, mais néanmoins, tout à l'heure c'était Flamme jurée, Flétrissement, Clairvoyance, Rituel de recherche. Là on a, enfin 6ème sens, là on a Flambeau d'Octuga, lire l'avenir, 6ème sens. À chaque fois ça va être de la volonté. Et quand on va les jouer et quand il va les activer pour la première fois, qu'est-ce qui va se passer? Il va l'avoir avec le sens du spectacle. Donc tout de suite on passera de 5 à 7 et avec le flambeau ou lire l'avenir de niveau 1, on passera de 7 à 8. Ce qui, il a joué en standard, est largement suffisant. En standard, faire des tests à 8, franchement, ça suffit amplement. Sur les remarques générales du deck, alors c'est un deck qui est entre guillemets difficile à jouer. Difficile à jouer, pourquoi? Parce que la mise en place est lente. Le gain de tempo n'arrive qu'en milieu fin de partie, et ce malgré le deck à XP à 38 XP. Pourquoi? Parce que il faut que vous ayez un certain nombre de choses de mise en place, notamment les receleurs, pour vraiment voir l'accélération du tempo. Par ailleurs, le deck est aussi assez difficile, puisque il nécessite une certaine maîtrise technique avec une adaptabilité constante. Il faut réfléchir. Voilà, il ne faut pas commencer à se lancer dans l'idée de venir jouer ses sorts les uns après les autres comme ça, ni plus ni moins. Non, c'est un deck qui nécessite, alors non pas forcément de la planification, mais de ne pas se jeter directement sur ces cartes et de les jouer le plus rapidement possible. Il faut le faire, mais selon ce qu'en fait va nous envoyer le DR, eh bien, on va essayer de profiter un maximum de la capacité de Dexter et on va jouer une chose ou l'autre. Cet aspect technique vient notamment du fait du marché clandestin, parce que le marché clandestin, vous allez piocher 2 cartes, laquelle allez-vous choisir? C'est important. Voilà pourquoi je dis que le deck est difficile. D'un côté, on a un deck qui n'est pas rapide à l'origine, son tempo est lent mais qui s'accélère, et une fois que vous avez tout en place, ça va très très vite, et par ailleurs aussi à cause de cette technicité. Ce qui a bien marché dans le deck, c'est le cœur du deck, ce tandem marché clandestin receleur. Alors, le marché clandestin demande de dépenser une ressource pour piocher l'une des 2 cartes, ce qui fait que ça engendre quand même un surcoût de ressources, mais ce surcoût de ressources peut être limité grâce à receleur, justement, qui une fois en place, et il faut privilégier receleur, va vous permettre de gagner en tempo via le fait que les cartes illicites deviendront rapides, et par ailleurs, de temps à autre, avoir une petite réduction de 1 en coût. Donc, oui, le marché clandestin génère un surcoût, mais c'est utile, surtout, encore une fois, à partir du moment où on a un receleur en jeu. Voilà, j'insiste bien là-dessus, Trottig me l'a écrit longuement. Il ne faut pas faire l'économie de receleur. Si vous n'avez pas receleur, c'est-à-dire que vous n'allez pas pouvoir jouer vos soutiens illicites en rapide, c'est toute la mécanique du deck, c'est tout le tempo du deck que vous mettez en l'air. Alors que justement, c'est ce que l'on recherche, avoir receleur pour jouer des petites choses qui coûtent pas cher en rapide, via le deck clandestin, et au-delà de ça, pouvoir derrière rejouer jouer des sorts avec la capa de Dexter.
Et donc, en fait, grâce à ça, grâce à ce tandem, sauf au premier tour, vous arrivez à utiliser la capacité de Dexter quasiment à chaque tour. C'est du 9 tours sur 10, je crois, à peu près. Donc franchement, à partir du moment où on arrive à trouver un deck qui nous permet d'exploiter ou de surexploiter la capacité d'un investigateur, bah franchement, déjà je pense que c'est super plaisant à jouer. Et au-delà de ça, on a une satisfaction personnelle de dire on a touché l'essence même de cet investigateur, on est allé au plus loin dans le deck building de cet investigateur de façon à tirer le maximum de parties, de profit, d'avantage de sa capacité. Ce qui a bien marché aussi, c'est ce moteur économique manteau élégant loup solitaire. Encore une fois, la capacité Dexter n'est pas suffisante, les receleurs ne sont pas suffisants non plus. De plus, on a ce petit surcoût du marché clandestin. Donc avoir le loup solitaire couplé au manteau élégant dès lors que vous avez un peu d'XP, c'est un réel besoin. Il y a vraiment deux types de parties. Il y a les parties où le loup solitaire et le manteau élégant sont sortis très vite, et les autres où ça tarde, voire où ça n'arrive jamais. Et c'est pour ça d'ailleurs que le deck a pas mal de pioches, de façon à permettre de mettre en place, on va dire, le deuxième module du deck, de façon à ce que le deck soit vraiment repose sur ses deux jambes, le cœur de sa mécanique et le moteur de sa mécanique. En parlant de pioche, ce qui a bien marché aussi, c'est cette espèce, on pourrait dire aussi, de gain de tempo via la pioche grâce au parchemin des prophéties. Utilisation 4 secrets, pour une action dépenser un secret, choisissez un investigateur d'entre lieux, il pioche 3 cartes et dépose ensuite une carte de sa main, ça nous vient des dévoreurs de rêves. Ça a permis à Trottky de faire une fois le tour de son deck par partie. Alors du coup, faire le tour et continuer à piocher un peu. C'est vrai que c'est une carte que moi je n'ai jamais jouée, je pense. Mais eu égard à l'importance de mettre en place tous les éléments nécessaires, et notamment le moteur du deck, il est pas inintéressant que d'avoir le parchemin des prophéties, d'autant plus qu'encore une fois avec Dexter, on peut le jouer en rapide pour 2 si on a défaussé un autre soutien. Et à partir de là, on pense évidemment tout de suite au cran d'arrêt. Donc le parchemin des secrets, franchement c'est très rare qu'on voit cette carte. Jouez-la dans ce deck, franchement c'est super sympa. Et de façon plus globale, pour tout deck qui nécessite la mise en place de modules rapidement, parce que c'est là-dessus que repose votre deck, c'est une option viable et qui est assez intéressante. Le gain de tempo qui a bien marché aussi, qui s'est vu notamment à partir du moment où on avait de l'XP, c'était ce bon vieux Léo De Luca qui a permis de venir rattraper, compenser, on va dire, les débuts un peu lents du deck sur chacune des parties. Voilà, il y a vraiment ces deux aspects. De façon globale, le deck est lent en matière de tempo, mais il y a plusieurs façons, il y a plusieurs cartes qui viennent, on va dire, nuancer ce manque de tempo. Le parchemin des prophéties via la pioche, Léo De Luca via quelques actions supplémentaires, et aussi évidemment le moteur de ressources qui nous permet, voilà, de fluidifier tout ça. Par contre, il y a évidemment des choses qui n'ont pas été aussi efficaces qu'escomptées. Et pour ça, on va parler notamment d'Ami des bas-fonds, voilà, cette carte personnalisable. Alors rapidement, quelles étaient les personnalisations qu'a utilisé Trottky? Bon, je le rappelle, vous regardez les 6 cartes du dessus de votre deck, pour chaque carte consultée ayant le trait choisi, vous avez le droit de dépenser une ressource pour le jeter à votre main. Mélangez les cartes restantes dans votre deck. Donc, à l'instar du marché clandestin, il y a un petit surcoût. Le trait choisi était le trait... comment on dit, talent, c'est le trait talent, et avec polyvalent il a choisi le trait allié en deuxième instance. Enfin, il a utilisé prompt, Ami des bas-fonds gagne rapide à jouer lors de n'importe quelle fenêtre gratuite. Voilà, donc un total de 4 XP de dépensés dans Ami des bas-fonds avec deux traits sélectionnés qui étaient très bien choisi. Talent, ça venait chercher au début débrouillard, sens du spectacle, loup solitaire et pacte de sang. Donc pas du tout inintéressant. Et puis au niveau des alliés, ça allait chercher les chiens. Et par la suite, c'est allé chercher Léo ou Misra aussi.
Donc, en termes de traits choisis, franchement, je pense qu'on pouvait difficilement faire mieux. Il aurait pu choisir les sorts, mais c'est pas ce qu'il voulait. C'était pas ce dont il avait le plus besoin. Il en avait besoin pour avancer, évidemment, mais il allait les prioriser dans sa main, notamment lors de son mulligan. Et après, bon voilà, prompt pour essayer de gagner encore une fois en tempo et rattraper ce temps perdu avec la mise en place du deck. Alors, la première critique, c'est le pouvoir de tutorat était trop faible. À savoir que 6 cartes, ben, ça a souvent pas été suffisant. Il n'a pas réussi à aller chercher un talent assez loin, et donc il a rarement eu des talents. Alors, sur la fin, il disait qu'il avait souvent les chiens ou Léo, mais malheureusement, à cause souvent du surcoût généré par Ami des Bas-Fonds, il n'avait pas la possibilité de jouer dans la foulée les alliés qui venaient de mettre dans sa main. Donc quelque part, ça venait gripper un peu cette volonté d'emploi d'Ami des Bas-Fonds qui était d'aller chercher tantôt des talents, tantôt des alliés et de pouvoir les jouer rapidement. En fait, malheureusement, malgré le moteur du deck, ou parfois surtout quand le moteur n'était pas en place, eh bien c'était pas possible de venir jouer les alliés une fois qu'on les avait piochés avec Ami des Bas-Fonds. Alors, vous allez me dire, on aurait pu envisager de prendre expérimenté pour augmenter de 3 le nombre de cartes regardées. Je rappelle, les cartes personnalisables sont soumises aux mêmes règles que les cartes non personnalisables, c'est-à-dire que comme c'est une carte truand, l'externe ne peut pas avoir une carte truand au-delà du niveau 2. Il avait déjà coché ses 4 croix, il ne pouvait pas monter à niveau 3. Ce qui fait que s'il avait voulu prendre expérimenté et donc augmenter le nombre de cartes regardées de 3, eh bien, il n'aurait pas pu prendre polyvalent ou prompt. Ce qui, du coup, limite Ami des Bas-Fonds. Idem, ce qui n'a pas été efficace ou ce qui n'a pas eu l'effet escompté, c'est l'autre événement personnalisable, truand, instinct affûté, qui nous permet en fait d'effectuer une action immédiatement, comme si c'est notre tour, si on remplit l'une des deux conditions, l'intrigue ou l'acte avance, ou si on réussit un test de compétence avec une différence de 3 ou plus. Les améliorations qu'il avait prises, c'était mémoire musculaire, ajouter la condition suivante, jouer en soutien. Ça va très bien avec Dexter. Dexter, au travers de sa capa, met en jeu, joue en soutien, joue en soutien, les mots sont importants. Et dans la foulée, on peut effectuer une action supplémentaire. Et il a pris pour 3 coches, et donc du coup un total de 2 expériences entre mémoire musculaire et lent contrôlé. Vous avez le droit d'inclure jusqu'à 3 exemplaires d'instinct futé dans votre deck, réduisez de 1 le coût d'instinct futé. Donc là, on est sur une diminution du coût, ce qui est intéressant, mais ce qui n'a pas suffi à rendre la carte si utile que ça. Globalement, les conditions, alors à partir du moment où il y avait mémoire musculaire, c'était plus facile, c'était quasiment à tous les tours. Encore fallait-il avoir instinct affûté dans sa main. Et après, au global, 3 slots de cartes dans le deck, sachant qu'avec marché clandestin, il y a 10 cartes qui sont dehors, donc c'est quand même un deck à 30 cartes. Pour 4 XP au total, puisque chaque croix vaut 1 XP. Certes, les cartes sont de niveau 2, mais c'est bien 1 XP. Pour gagner 3 actions, c'est vrai qu'en tout cas, il estime que le prix n'en vaut pas la chandelle. Le jeu n'en vaut pas la chandelle. Ouais, le jeu n'en vaut pas la chandelle, pardon. 4 XP pour gagner 3 actions, c'est vrai que c'est un peu beaucoup. Et 3 slots de cartes. Et en tout cas, il n'a pas estimé que ces cartes-là, ces 3 instincts futés, étaient intimement nécessaires et participaient tant que ça au gain d'action global du deck. Voilà. D'autres choses étaient bien plus efficaces. De façon globale, le ressenti sur ces cartes personnalisables, c'est qu'elles sont intéressantes pour les personnages des investigateurs qui sont dans cette classe-là, mais elles atteignent très vite une limite dès lors qu'elles sont jouées en cartes de biclassage. Ou alors, elles engendrent un surcoût en XP plus important que l'effet obtenu en pratique. Donc c'est vrai que voilà, ces cartes personnalisables, il faut faire attention. Tantôt avec certains decks ça marche très bien, autant là voilà, on voit leur limite, le fait que la limitation en matière d'expérience avec les biclassages classiques montre
voilà, que ces cartes ne sont pas non plus bonnes à tout faire. Petit bonus, le trésor détourné qui est un objet illicite. Au début, il était mis là uniquement pour venir jouer des soutiens sans coût, quelque part, et derrière utiliser la capacité de Dexter, mais néanmoins, en fait, Trottic s'est aperçu qu'à partir du moment où le moteur et le cœur du deck étaient en place, en fin de partie, le trésor détourné pouvait habilement venir remplacer notamment les receleurs, puisqu'il n'y avait plus rien de particulier à jouer en matière illicite. Les trésors étaient donc joués en rapide grâce à receleur, ou grâce à la capacité de Dexter. Et derrière, en fait, en fin de partie, la plupart des soutiens ayant été joués, il est arrivé à Trottic de pouvoir cumuler 6 à 8 ressources sur un trésor détourné de façon à améliorer son début de partie prochain. Donc effectivement, pendant pas mal de fois dans la vidéo, je vous ai dit attention à l'économie, il faut faire gaffe, etc. Depuis le début des decks jusqu'au moteur du deck, je vous en ai parlé. Néanmoins, encore une fois, ce deck est un diesel, il est lent au démarrage, mais sur la fin, c'est explosif. Donc, le trésor détourné a clairement son utilité en fin de partie de façon à venir utiliser à bon escient les ressources que vous n'utiliserez pas et qui continuent à être générées via l'eau solitaire et le manteau élégant. Et par ailleurs, ça va vous permettre de commencer la prochaine partie, non pas en première, mais peut-être en seconde ou en troisième. Donc c'est quand même pas mal. Fallait le noter. Alors, dans les choses à changer pour le multi, voilà, je sais pas pourquoi le TI a été mangé. Bon, vous m'en excuserez. En multi, voilà, les flambeaux de Cthulhu ainsi que les lire l'avenir doivent être échangés par flétrissement rituel de recherche ou leurs homologues, flamme azurée, clairvoyance, comme vous voulez, ce que vous préférez, voire les deux, pour plus d'efficacité. Voilà. En solo, on doit récupérer les indices un par un, les ennemis, il y en a un tous les 3 tours, on va dire, pour simplifier. En multi, que ce soit 2, 3, 4, les indices, les choper 2 par 2, c'est essentiel, et commencer à coller des dégâts 2 par 2 pour venir combattre l'ensemble des monstres, des ennemis qui arrivent, c'est aussi essentiel. Alors voilà, les chaînes traîneaux, encore une fois, une expérience pas inintéressante, mais qui, si en solo standard, est utile, possible. Déjà en difficile, Trottic dit que les chiens ne nous permettent pas de nous booster assez pour qu'ils soient vraiment intéressants, et par ailleurs en multi, là non. En multi, c'est pas assez utile, c'est trop égoïste en matière de déplacement, et c'est pas assez efficace en matière de combat, donc il faut oublier les chiens de traîneau. Par contre, ce sur quoi le deck peut pêcher un peu, c'est le boost. Parce que voilà, en facile, en standard, on n'a pas besoin de se booster autant qu'en difficile. Donc si vous faites du multi en difficile, je vous conseille d'utiliser des boosts comme étude des arcanes qui viendront utiliser les ressources qui vous resteront en milieu, fin de partie, une fois que vous serez bien en place. Alors il y a étude des arcanes, il y a d'autres choses. Il y a aussi des compétences que vous pouvez prendre. Mais voilà, étude des arcanes, c'est un soutien, c'est un talent, si jamais vous décidez de continuer à jouer à mid et bas fond. Et puis il y a aussi les versions XP qui peuvent tantôt coûter 0, tantôt coûter 2, mais avec des ressources qui se régénèrent automatiquement dessus. Donc c'est intéressant pour venir vous booster de façon pérenne avec ce deck qui a quand même besoin en difficile, voire en expert, de petits boosts. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à commenter, liker et partager. Encore une fois, je remercie chaleureusement Trottic, non seulement pour les informations sur ce deck très sympa à jouer, je vous encourage vraiment à le tester, mais en plus pour tout ce qu'il fait pour la communauté. Je rappelle, c'est lui qui a organisé la fameuse épreuve concours race, carrera, course, merci. Course, les chasseurs du mythe. Voilà, événement super sympa de la communauté. Merci vraiment beaucoup lui pour tout ce qu'il fait. Et j'espère qu'il aura le temps de me fournir d'autres supports pour vous faire des petites vidéos aujourd'hui ou peut-être dans un futur lointain, selon mes possibilités. Voilà. Je vous souhaite de bonnes parties et je vous dis à la prochaine. Au revoir.